Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le premier tiers de la saison 2025 est passé, c'est le moment de faire un premier point sur les performances des pilotes. Et chaque week-end, vous le savez, je les note sur 10 et la moyenne générale qu'on a désormais nous donne une bonne idée de la hiérarchie. Mes notes sont évidemment imparfaites, l'idée c'est surtout d'avoir un autre indicateur que le classement par points, d'essayer d'enlever le facteur voiture puisqu'ils ne conduisent pas tous la même et en plus vous m'aidez à rendre ces notes le plus juste possible. Dernier élément de contexte, ne prenez pas ces notes au pied de la lettre. Disons qu'il y a une sorte de marge d'erreur. La moyenne d'un pilote, on va dire, est entre 0,3 points au-dessus et en dessous de celle que vous verrez aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer, en tout cas. C'est parti, aujourd'hui on fait le top 21 des pilotes sur ce début de saison 2025. Et aux deux dernières places, Colapinto puis Douane. Malheureusement, on commence par deux pilotes alpines, des cas un petit peu à part, vu les conditions dans lesquelles ils ont roulé. Et Douane, qui nous a déjà quittés, n'était que rookie, n'a eu que 5 week-ends pour faire ses preuves et a proposé des choses loin d'être bonnes ou impressionnantes certes, mais pas mauvaises non plus. On va dire que c'était même plutôt normal et logique, hormis l'accident bête en FP2 au Japon. On a déjà fait le bilan de l'Australien dans une vidéo dédiée, donc on ne va pas s'attarder. Maintenant, c'est de l'anecdote, mais il restera du coup en fond de ce classement. Et pour Colapinto aussi, c'est dur de juger, car c'est une arrivée en cours de saison pour un pilote qui n'a pas non plus une grosse expérience en Formule 1. Son accident en qualif à Imola vient évidemment entacher ce premier bilan après 4 courses, mais le reste me semble globalement comme Douane, ni excellent ni mauvais, juste plutôt normal. Monaco en deuxième Grand Prix, c'est très dur. En Espagne, le pauvre, sa voiture le lâche en Q1. Donc bref, pour Colapinto, il faut du temps. 19e, Liam Lawson. Ça va mieux récemment avec 7 de moyenne sur les 2 dernières courses qu'il mettrait dans le top 10 et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et nous montrer ce qu'il vaut réellement, mais il faut se rappeler que le début de saison a été très compliqué. Le passage chez Red Bull reste évidemment dur à juger car on connaît la difficulté de ce poste, ça rend toujours la notation problématique et en plus avec sa faible expérience c'était quasi mission impossible pour Liam, mais la vérité c'est que ces 2 premiers week-ends sont très lointains, donc dans la note, ça fait mal. Ensuite, chez Racing Bulls, il a mis un petit peu de temps à se remettre en selle, il n'a pas forcément été compétitif tout de suite, a eu en plus quelques accrochages, notamment du côté de Bahreïn, et pas mal de courses où il n'a pas su se mettre au niveau des points, et puis il faut dire aussi qu'Adjar arrive constamment à faire la différence sur lui. Mais à partir de Jeddah, on a commencé à voir les prémices d'une amélioration qui se matérialise un peu plus lors de ces dernières courses, et notamment Monaco, même si il reste encore battu par Isaac. Donc voilà, heureux de revoir Liam dans le jeu, faut continuer d'accélérer maintenant pour quitter le fond de la classe, mais voilà, les dernières semaines sont plutôt encourageantes. 18e, Lance Stroll, et il y a peu de choses à dire sur le Canadien une nouvelle fois puisqu'il est sur la lancée, sur la lignée de ses 3 ou 4 dernières saisons, anonyme et battu la plupart du temps, catastrophique parfois comme à Suzuka, Bahreïn ou Monaco, et dans l'ensemble juste absent, ce qui pénalise Aston. Pour être juste avec lui, il faut rappeler son bon début de saison, puisque c'était pas mal, notamment du côté de l'Australie et de la Chine. Les 14 points qu'il y a récoltés sont évidemment beaucoup plus que ce qu'il ne méritait réellement, mais c'était bien, un petit peu comme à Imola, où il s'est également montré proche d'Alonso. Avec sa blessure, sa saison est peut-être un petit peu mise en pause, mais j'ai envie de dire que dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose, puisque c'est le Lance Stroll absolument classique que l'on a encore une fois cette saison sous nos yeux. 17e, Yuki Tsunoda, et c'est triste puisqu'on a eu 2 Tsunoda sur ce début de saison, celui qui volait en confiance dans sa Racing Bulls, qui était 5e de ce même classement après 2 Grands Prix, puis celui de Red Bull où malgré des signaux positifs, il se retrouve dans la position classique des pilotes qui reprennent ce siège. Il y a eu des petits moments où ça a semblé aller dans le bon sens. J'ai en tête Bahreïn, mais aussi des petits bouts de Suzuka ou de Miami, mais ça n'a pas été concrétisé et en plus récemment ça devient vraiment dur. Il y a le crash en qualif à Imola, il y a les grosses difficultés de l'Espagne. Voilà, on se demande toujours à quel point le pilote est vraiment responsable de ses notes dans cette deuxième Red Bull, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, après 7 Grands Prix dans l'écurie mère, on ne peut plus mettre Yuki dans les hauteurs de ce classement de pilote sur ce début de saison. C'est triste.
16e, Bortoleto, et je vous avoue que j'ai un peu mal au cœur en voyant que je n'arrive pas à le mettre plus haut que 16e à la moyenne de toutes ses premières notes, mais notez que l'écart est grand, plus d'un demi-point sur les pilotes qui sont derrière lui, il y a une claire différence, et à 0,4-0,5 points près, il postulerait au top 10, ce qui est une grosse perf pour un rookie dans une Sauber, voiture qui ne permet généralement pas de se mettre en valeur, et on sait que malheureusement ça impacte quand même toujours un petit peu les notes. Ce qu'il y a vraiment de très bon, et c'est peut-être la première chose que je remarquerai chez le Brésilien jusqu'ici, c'est qu'il n'a pas raté, il n'est pas passé à côté d'un week-end. C'était un peu plus dur, notamment du côté de Bahreïn ou de Jeddah, mais dans la globalité, il montre déjà des choses solides à peu près partout, et il y a de très beaux moments, comme ses débuts à Melbourne que j'ai trouvé vraiment de bonne facture, et là, il reste sur 4 perfs vraiment bonnes, dont la dernière en Espagne. En qualif, au final, il ne perd pour l'instant que 6-5 face à Hülkenberg, en comptant les qualifs sprint évidemment. Hülkenberg qui a su faire la différence, notamment sur les 2 courses où les points se sont ouverts pour Sauber. Donc clairement, pour l'instant, l'Allemand est devant, mais c'est absolument normal. Et dans l'ensemble, je trouve que ce sont de bons débuts pour Bortoleto. Dans une année où je n'attendais que de l'apprentissage et des premiers flashs de talent, pour l'instant, je suis servi. 15e, Esteban Ocon, et c'est pour l'instant une saison malheureusement en dents de scie pour le Français qui a assuré clairement le plus important en prenant d'énormes points pour Haas, mais un petit peu finalement comme son équipe, comme Haas, il est un peu on ou off selon les week-ends, selon les circuits. Quand il est à l'aise, ça donne la Chine, Bahreïn, Miami ou Monaco, 4 performances exceptionnelles où, si on prend que ces 4 perfs-là, il a la moyenne générale du top 5, quasiment du podium de ce championnat, c'est le Esteban Ocon des grands jours que l'on connaît, mais il y a le reste où il est parfois battu par Birman, notamment en qualif. On peut citer le Japon, l'Espagne ou même Jeddah, notamment parfois à cause de réglages qu'il ne trouve pas, notamment dans les week-ends où Haas est en difficulté. Donc pour l'instant, je dirais rien d'inquiétant pour Esteban, évidemment, on connaît sa valeur, mais un petit peu trop de haut et de bas pour tenir le rythme du top 10. 14e, Birman, et oui, j'ai le coéquipier d'Esteban juste devant. Birman qui avait commencé de la pire des manières avec le week-end cauchemar en Australie et qui, il faut le dire, s'est gâché tout seul le week-end de Monaco où ça n'a pas été du tout, mais qui a quand même bien montré ce qu'il valait. De Shanghai à Jeddah, il a 7,7 de moyenne par exemple, ce qui est vraiment énorme, et même récemment, alors que les week-ends sont plus durs pour Haas, il arrive à montrer un minimum. Il n'est pas rare qu'il batte Esteban. Donc clairement, c'est bien, il y a 2 beaux ratés, on va dire entre guillemets, mais c'est une bonne entame. On voit qu'il y a un sacré pilote en Oliver Birman, même s'il est parfois encore un petit peu irrégulier et aussi, je dirais, un peu foufou. Parfois, ça déborde un peu d'enthousiasme, mais ça va pas forcément dans le bon sens. 13e, Lewis Hamilton. Sans surprise, Lewis Hamilton n'est pas pour moi l'un des 10 meilleurs pilotes de ce début de saison, malgré une Ferrari qui a le potentiel de le faire briller, malgré des notes où est retenue une certaine indulgence puisqu'il vient de changer d'équipe, malgré aussi 2 superbes sprints, 2-3 moments de réussite et une très belle capacité à ne pas faire de catastrophe. Pour l'instant, il n'y a aucun marasme absolu pour Hamilton avec des crashs, même si ça ne va pas, il arrive à rester les 4 roues en piste à chaque fois, et donc à l'arrivée, il score de gros points, ce qui lui permet de plus que surnager, et ce qui est très précieux. Mais la vérité de son début d'histoire avec Ferrari, de ses 9 premières courses en rouge, c'est ce qu'on a vu notamment en très fort du côté de Jeddah ou de Barcelone, et ce qu'on a vu 90% du temps, un retard conséquent et chronique sur Leclerc, un problème profond avec la voiture et absolument aucune piste pour y remédier. Voilà, son manque total de confiance et surtout de compréhension peuvent lui faire passer une très mauvaise saison, puisqu'on le répète à chaque déprix, c'est pas passager, c'est quelque chose de fondamental entre lui et cette Ferrari, et peut-être même entre lui et ce type de voiture. En tout cas, chroniquement, il n'a pas la solution. Et si on enlève les 2 week-end sprint où il a su faire de bonnes choses pour remonter un peu sa moyenne, et bien sa moyenne justement elle est de 6. Sur le triple header, il a 6,3. Donc voilà, la vérité c'est que pour l'instant, Hamilton au classement regarde plutôt derrière que devant. 12e, Carlos Sainz, et un peu comme Hamilton, j'ai été indulgent au début avec Carlos puisqu'il arrivait chez Williams, donc quand c'était bien dur les premières courses, les notes ne sont pas catastrophiques, ne sont pas fracassantes, et aussi j'ai décidé de ne pas le noter sur son crash en Australie
puisqu'il est dû à un régime moteur qu'il ne connaissait pas, donc j'ai décidé de passer l'éponge, c'était sa première course. Évidemment, si vous avez décidé de le noter pour cette course, la note n'est pas belle, et forcément, ça pourrait expliquer une différence dans nos moyennes. C'est un choix que j'ai fait. Mais voilà, surtout pour Carlos, la différence notamment par rapport à Hamilton, qui sont un peu dans des situations similaires, c'est qu'à partir de Bahreïn et surtout de Jeddah, il a remonté la pente de manière très claire, il a trouvé la clé de sa voiture et s'est rapproché du niveau d'Albon. Là, il l'a même battu 4 fois lors des 7 dernières qualifs et il a marqué des points de manière régulière dans une Williams qui a également le potentiel pour le mettre en valeur. C'est toujours parfois un peu plus dur en course où Alex Albon continue de montrer une certaine différence et le week-end de Barcelone à l'instant T est moins bon, mais clairement Carlos est sur la bonne voie, en témoigne le week-end à Imola, donc peut-être qu'à l'arrivée il pourra postuler au top 10, ce qui serait une belle perf pour une première année chez Williams. 11e, Pierre Gasly, et il n'est pas évident à noter notre Pierre national cette saison, vu le niveau de l'Alpine, et il y a beaucoup de hauts et de bas dans cette équipe, mais il faut déjà se rappeler qu'il avait démarré très fort d'entrée de jeu, et clairement qu'il mérite plus de points que ce qu'il n'en a. Il y a aussi de gros temps forts, comme Bahreïn, où il était 6e jusqu'au dernier tour face à Verstappen, et là il sort d'un très gros week-end aussi à Barcelone. Imola et Monaco n'ont pas été sensationnels, mais Pierre porte Alpine, et la plupart des week-ends il est clairement handicapé par le potentiel de sa machine. Cette situation un peu bizarre, on n'a pas grand chose à lui reprocher, mais pas non plus les moyens de lui mettre d'excellentes notes, eh bien le laisse pour l'instant à la porte du top 10, mais clairement on a droit au même Gasly que les saisons précédentes, il a juste moins l'occasion de briller à cause d'Alpine. 10e, Hülkenberg, et oui, avec son excellente performance de Barcelone, Nico est entré dans le top 10, mais malgré une Sauber qui a été très mauvaise sur les 8 premiers rendez-vous et un Bortoleto qui lui a donné déjà du fil à retordre, eh bien Hulk avait déjà eu d'excellentes notes sur ce début de saison. Regardez Melbourne, Imola ou encore Monaco, et surtout, il n'a pas commis du tout de bêtises, du moins en course. En qualif, ça a parfois été un peu plus difficile. Il est très propre, et puis, effet majeur, il a su concrétiser pour Sauber les 2 fois où il fallait. Sincèrement, c'est parfait, c'est ultra précieux pour l'équipe. J'ai pas grand chose à dire de plus en fait, puisqu'on connaît très bien la valeur d'Hülkenberg, surtout dans des équipes du milieu fond de tableau. Il nous fait du Hulk comme il l'avait fait l'an dernier chez Haas, où il avait été exceptionnel, il avait terminé 8e de ce même classement. Là, il est parti potentiellement pour faire la même ou presque, encore plus si Sauber confirme ce qu'on a vu à Barcelone. 9e, Andrea Kimi Antonelli. Et oui, le jeune Italien a choqué tout le monde lors de ses premiers Grands Prix. Rappelez-vous ce qu'il a fait déjà dès l'Australie, les très gros résultats qu'il a été capable de prendre, les dépassements qu'il a fait d'une maturité déjà complètement folle, l'impression qu'il a laissé à tout le monde, la pole sprint à Miami. C'était complètement dingue, exceptionnel. Et d'ailleurs, jusqu'à Miami, il avait 8 de moyenne et il était dans les hauteurs très très hautes de ce classement. Mais clairement, le dernier triple leader lui a fait mal. Alors les 2 abandons mécaniques, ça il n'y est pour rien et ce n'est pas compté dans sa moyenne, mais il était globalement un petit peu plus loin de Russell, en proie à plus de difficultés, et il y a évidemment l'accident en qualif à Monaco. Rien d'alarmant, je trouve d'ailleurs qu'avec les abandons, on a un peu oublié ce qu'il a fait sur le début de saison, et ces abandons, où il n'y est pour rien, viennent un petit peu trop noircir le tableau injustement. Alors oui, Russell montre une claire différence, mais il n'y a rien d'illogique, mais personnellement, je vois un gars de 18 ans qui s'est déjà parfaitement adapté et qui montre déjà de sacrés trucs chez Mercedes. Mais attention, faudrait peut-être reprendre la saison là où il l'avait laissé à Miami, apprendre des choses qui se sont moins bien placées dans le triple header, parce que sinon, sa place dans le top 10 pourrait être menacée. 8e, Fernando Alonso, et là, autant le dire très clairement, je ne comprends absolument pas les débats que l'on voit ces dernières semaines sur le niveau de Fernando Alonso. Je pense que ceux qui avancent ça se font avoir par le classement par points, où il a été extrêmement malchanceux et où Aston n'a pas du tout été au niveau, et ne voit pas la vérité de la piste, car sur la piste, Fernando prouve encore qu'il n'y a juste aucun doute sur son niveau. Alors, il y a eu cet accident à Melbourne, ok, mais depuis, sans compter la Chine où sa voiture l'a lâché très vite dans le Grand Prix, il a 7,5 de moyenne avec des sacrés perfs, comme notamment Suzuka, Imola, Monaco ou Barcelone, même si à Barcelone, il y a eu une grosse erreur dans les graviers, il y a quand même des dépassements sacrément exceptionnels à tous les Grands Prix. Il arrive à compenser notamment le manque de vitesse de pointe de l'Aston par des dépassements dans des virages absolument dingues. Ça m'a choqué sur plusieurs Grands Prix, notamment à Tosa à Imola où quasiment personne d'autre n'a
dépassé, ou dans le virage 3 en Espagne. Donc non, franchement, aucun doute, c'est le même Fernando Alonso qu'en 2023, sauf que l'Aston a été absolument catastrophique à Imola et a lâché du côté de Monaco. Donc sinon, il aurait le nombre de points qu'il mérite et je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est du très bon Alonso encore et encore. 6e égalité entre Norris et Hadjar, deux pilotes très différents évidemment. On démarre avec Isaac qui bluffe le monde de la Formule 1 alors que personne ne l'avait vu venir. On reprendra en fin d'année les phrases et les critiques qu'il y avait sur lui avant le début de la saison. J'ai un peu le sentiment que seuls les Français qui le connaissent l'avaient vu venir. Nous, on savait depuis un moment. Malgré tout, même nous, peut-être qu'il est en train de dépasser nos attentes puisque depuis le crash de Melbourne, qui reste une erreur dans des conditions difficiles pour son premier départ, eh bien, il a juste été absolument sensationnel. Il y a un moment peut-être un peu plus dur à Bahreïn, mais sinon, il a soit 7,5, soit 9, petite particularité de ma notation. Il a une note ou l'autre, c'est vraiment incroyable. Voilà, on peut citer notamment Suzuka, Monaco et Barcelone. C'était absolument exceptionnel. Et le reste du temps, c'était déjà excellent. Il n'a pas été perturbé par l'arrivée de Lawson qu'il parvient totalement à mater. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, après Barcelone, Isaac Hadjar est le meilleur rookie de ce début de saison et chaque week-end, quasiment, il arrive déjà à maximiser le potentiel de sa Racing Bulls au point où on parle déjà de lui chez Red Bull et où tout le paddock est en train de tomber amoureux. Voilà ce que fait Isaac Hadjar jusqu'ici et il prétend peut-être bientôt au top 5 de ce classement. Quant à Lando, avec 2 victoires et 8 podiums en 9 courses, tu te retrouves forcément vers le haut du classement et on ne peut pas dire qu'il fasse un mauvais début de saison, mais ça veut aussi dire que tu avais le moyen d'être premier et que tu ne l'es pas pour l'instant. Alors il y a ces 2 victoires où il a été excellent, parfait, il y a un vrai crash à Jeddah où son accident en qualif brise son week-end, il y a le week-end truffé d'erreurs et de manque de performance de Bahreïn qui reste pour moi clairement son plus mauvais, mais il y a aussi surtout un petit retard à chaque qualification ou peut-être à chaque début de course qui l'empêche de réaliser de meilleures performances et qui viennent gâcher sa moyenne générale. Et ces petites bévues et ce petit manque d'aisance viennent l'empêcher de dominer ce championnat, donc le bilan reste le même pour Lando Norris qu'à chaque vidéo. C'est bien, mais il y a le potentiel de cartonner, or il ne le fait pas parce qu'il y a trop de petits ratés. 5e, Alexander Albon, exceptionnel début de saison du Thaïlandais. Dès Melbourne, il a annoncé la couleur et il a continué sur sa lancée depuis, même si Bahreïn a été peut-être un peu plus difficile. En tout cas, c'est son moins bon week-end de la saison. Quand Sainz a haussé le niveau, Alex n'a pas tremblé et a continué, notamment en course, de faire une différence. Donc pour moi, jusqu'ici, il est assez incontestablement le meilleur des autres. C'est vrai comptablement. Je trouve que c'est également vrai dans les performances pures, on va dire. Il se rappelle clairement au bon souvenir du Albon de 2022, de 2023. On le sent complètement en confiance dans sa Williams. Clairement, il avait beaucoup de pression avant la saison. C'était un des pilotes qui en avait le plus. Et pour l'instant, il répond parfaitement. S'il tient jusqu'ici, jusqu'à la fin, ça sera très sérieux. 4e, Charles Leclerc, dans la lignée de ce qu'il nous produit finalement chaque saison. Le Monégasque est l'une des meilleures valeurs sûres de la F1 actuelle. Il y a ce qu'on voit récemment avec les 2 podiums consécutifs, mais il faut rappeler que son premier triple header, Jeddah, Bahreïn, Japon, avait été vraiment sensationnel, très fort. Et même à Imola, par exemple, c'était bien. Il a joué de malchance sur la fin. J'ai été un peu déçu en Australie, où il y a des erreurs et 2-3 trucs qui empêchent son week-end d'être meilleur que ça. Il y a aussi la première partie du week-end en Chine qui m'a déçu. Et à Miami, par moment, j'ai trouvé que c'était pas assez bon. Mais tout le reste, à part ces 3 petites choses, a été d'un niveau de ce qui se fait de mieux sur la grille, je trouve. Il est parfait face à un Hamilton en galère. Il porte Ferrari et secoue même l'équipe. C'est un de ceux qui rue dans les brancards quand ça va pas. Il prend des initiatives. Il est extrêmement précieux pour la Scuderia. Voilà, c'est top. On est encore face à un Leclerc qui prétend au podium final de ce classement en fin de saison. Et 3e sur le podium pour l'instant, c'est George Russell avec la baisse de forme de Mercedes depuis Bahreïn ou Jeddah et avec sa voiture qui a lâché en qualif à Monaco, qui lui a fait passer un mauvais triple header. On parle un peu moins de Russell récemment, mais pour moi, il est toujours sur le podium des meilleurs pilotes de ce début de saison. Déjà, il y a son entame complètement dingue qui le porte puisqu'il a 8,75 de moyenne sur les 4 premières courses et il n'a pas vraiment faibli depuis. En témoigne encore le dernier week-end en Espagne
Espagne où il a été excellent. Et puis surtout pour George Russell, pour l'instant, je ne vois pas la moindre erreur, ou en tout cas erreur significative. C'est parfait. Il a pris beaucoup de podiums. Pour l'instant, c'est podium de mon championnat. Et j'espère pour lui qu'il le tiendra jusqu'à Abu Dhabi, parce que pour l'instant, c'est un sans faute de la part de George Russell. Deuxième, Max Verstappen. Pas de débat à mon sens pour les deux premiers noms. Peut-être un petit débat pour l'ordre entre ces deux noms, mais en fait j'ai envie de dire que non, surtout avec ce qu'il s'est passé à Barcelone. Max vient pour moi de perdre sa première place. Il avait été tout bonnement sensationnel jusqu'ici. Il l'était d'ailleurs encore jusqu'à 2 tours de l'arrivée le week-end dernier. Voilà, ces deux magnifiques victoires face à des McLaren que l'on pressent meilleurs sont évidemment le point culminant de sa saison, de son début de saison. Mais en fait, tout le reste avait été absolument parfait, à part Bahreïn où ça avait été plus dur pour Red Bull. Il n'a rien laissé sur la table. Il a fait de l'optimisation, voire de la suroptimisation de son résultat. Je ne m'étends pas plus sur son cas puisque, comme chaque année, Max fait du max. Et sans son craquage du week-end dernier, il serait peut-être encore sur son trône parce que, dans les faits, à part un virage en Espagne, c'est exceptionnel, c'est parfait. Et donc premier, c'est Oscar Piastri et c'est dire son niveau d'arriver à devancer Max Verstappen. Alors, il y a l'erreur de Melbourne, sous la pluie, après un week-end qui avait été très costaud, mais depuis ça, c'est extrêmement fort, c'est surtout absolument irréprochable. À Monaco, il fait peut-être pas le week-end exceptionnel qu'on peut attendre d'un leader du championnat, mais enfin, ça reste déjà une très bonne base. Et sur le reste, il est parfait. Ce n'est pas pour rien qu'il a pour l'instant le plus grand nombre de pôles, de victoires, de podiums et qu'il mène tout simplement le championnat. Et je trouve même qu'il monte en puissance au fur et à mesure des courses. Norris lui a parfois facilité la tâche en tout début de saison, notamment à Shanghai ou Bahreïn où Piastri a pu faire des cavaliers seuls en étant parfait. Mais quand on voit ce qu'il a fait à Verstappen à Jeddah, quand on voit son autoritarisme du côté de Miami, quand on voit sa très belle pole du côté de l'Espagne, ouais, il monte encore le curseur d'un cran petit à petit. En termes de rythme pur, samedi comme dimanche, alors que l'an dernier il y avait encore des difficultés, là ça commence à être vraiment absolument complet. Et puis voilà, Oscar Piastri, il ne commet absolument jamais d'erreur. Donc s'il confirme le rythme des dernières semaines, ça va être très compliqué de le déloger de la première place de ce classement de notes, mais aussi de la première place du championnat tout court. Voilà de quoi on parle pour Oscar Piastri qui, mine de rien, n'en est qu'au début de sa 3e saison en Formule 1. C'est exceptionnel. Et voilà donc mon top 20, mon top 21. Je le compare très rapidement au Power Ranking de la F1. Chaque week-end, 5 experts mettent une note sur 10 aux pilotes. Je trouve que leurs notes sont parfois un petit peu imparfaites car selon moi, ils prennent trop en compte la course et pas assez le week-end global du pilote. Parfois, c'est aussi un petit peu trop drivé peut-être par le résultat brut. Et aussi, eux notent à chaque Grand Prix et ne mettent pas de non noté, ce qui a un impact énorme dans les notations finales parce que pour moi, un pilote dont le moteur lâche au 2e tour, il n'y a pas de note qui permet de lui rendre justice et forcément la note que tu vas mettre, si tu en mets une, va baisser sa moyenne, va le pénaliser. Donc pour moi, on doit mettre des non notés, ça explique certaines des différences, mais ça reste intéressant à noter. On voit qu'on a le même top 2 dans le même ordre, même si eux ont plus d'écart entre Piastri et Verstappen. On a Norris qui selon moi est un petit peu trop haut chez eux, même si ça se joue pas forcément à grand chose en termes de virgule de points. Peut-être que le fait qu'il soit podium tous les week-ends eh bien, fait gonfler ses notes, alors qu'en vérité dans la McLaren, le podium c'est pas non plus un exploit. Derrière on a Albon et Leclerc, ok ça me va, ça se joue pas à grand chose, personnellement j'ai Leclerc devant mais on est dans ce qu'on peut appeler la marge d'erreur. Russell, par contre, lui, est un petit peu saqué. Pour moi, il doit être sur le podium. Je pense que, par exemple, avoir dû le noter à Monaco, où sa voiture l'a lâché en qualif, eh bien, ça pénalise sa note et c'est un petit peu injuste. Ensuite, on a Adjar, Antonelli. Pour moi, ils sont dans le top 10. Ils ont un bon écart, ils sont dans le bon ordre. Par contre, je trouve qu'Hamilton est forcément un petit peu trop haut. Peut-être que c'est à cause des résultats bruts qui sont bons grâce au niveau de la Ferrari, qui a une marge sur d'autres voitures. Mais pour moi, il est trop en galère pour être trop haut. Chez moi, il est remplacé par Alonso dans le top 10 qui, je pense, a été défavorisé par les fois où ils ont été obligés de le noter alors qu'il avait juste eu de la malchance. Et puis, on a Hülkenberg qui est 10e comme chez moi. Donc dans l'ensemble, ça va, des petits désaccords. Mais voilà, je me compare un peu à ce que font les experts de la F1 et voilà, ça donne une meilleure indication globale.
Et sur ce, merci à tous de votre écoute, j'attends vos réactions à ce top 20 dans les commentaires, n'oubliez pas que ça ne sort pas du chapeau ou que ce n'est pas biaisé par un ressenti des dernières courses, c'est la moyenne de toutes les notes qu'on a mis ensemble, que vous m'avez aidé à ajuster depuis Melbourne, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, faut le prendre pour ce que c'est. Merci, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, et on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui remarque que bizarrement, les équipes qui font un petit peu n'importe quoi avec leur deuxième pilote, Alpine et Red Bull, eh bien, se retrouvent avec des pilotes tout au fond de ce classement par notes. Comme quoi, peut-être, ça joue. Allez, à bientôt.